Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Plus j'avance dans la vie, plus je me dis « Waouh, déjà !» Mais quand j'entendais les anciens dire « Déjà, ça passe vite », je disais « Bon, tu écoutes pas ». Mais maintenant, il faut dire aux gens « Mais t'as pas le temps !» On n'a plus le temps, c'est un tour de piste. La piste, elle est grande, la piste de la vie. Super grande piste, on se casse la gueule, des fois c'est plat, des fois c'est long, des fois il n'y a rien, des fois on monte très haut. Mais le tour de piste, on le fait très très vite. Donc on a un devoir de faire. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'À la lumière des nombres. À travers ses réalisations, mon invité d'aujourd'hui se révèle comme un porte-drapeau de la dignité humaine. Vous allez voir qu'au moyen des médias et du 7e art, elle aborde des sujets particuliers, sensibles, qui ne manqueront pas de vous interpeller et de vous amener à des réflexions profondes. J'ai l'immense plaisir de vous inviter à me rejoindre à la lumière des nombres de Stéphanie Pilonka. Bonjour Stéphanie et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup et merci pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. Et ben moi aussi. Alors pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Stéphanie, parce qu'en fait on voit finalement beaucoup de choses que tu fais à l'écran, mais on ne sait pas forcément que c'est toi qui es derrière tout ça. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Stéphanie Pilonka. Ça fait un petit moment que je fais ce métier. J'ai d'abord été... Moi, je viens du sud de la France. J'ai d'abord été comédienne. Et puis, après, j'ai été journaliste. J'ai été chroniqueuse à la télé. J'ai eu la chance d'animer des gros barnums, des gros shows pendant un certain nombre d'années, en chroniquant ou en co-animant. Sur pas mal de chaînes. Et puis, il y a 14 ans maintenant, j'ai décidé de passer de l'autre côté et de raconter des histoires, voilà. Et de mettre en lumière ce qui a de l'attrait pour moi, ce qui m'intéresse. Et puis, voilà, des personnes ou des situations ou des événements qui me touchent, m'émeuvent et j'ai eu envie de les partager. Donc, je suis devenue réalisatrice, voilà. Ouais. Et justement, j'ai lu quelque part que tu avais dit on ne peut pas tout montrer au cinéma. Oui. Et c'est pour ça que tu t'es tournée vers le documentaire. J'ai fait des documentaires pour le cinéma. Mes documentaires sont pour la télé et pour le cinéma. J'en ai certains avec des thématiques fortes comme la maladie de Charcot ou l'adoption, les enfants nés sous X, etc. Que j'ai adapté pour le cinéma. Quand je dis qu'on ne peut pas tout montrer, c'est le montrer peut-être avec nos yeux. Le filtre de l'image et du cinéma permet, je crois, de retrouver un
une part d'intimité ou de dignité ou de filtre de pudeur, voilà, de filtre de pudeur. En tous les cas, dans la façon dont j'aime moi filmer. Je pense qu'on peut aborder tous les sujets, mais je suis en train de tourner un film pour Arte sur la pédocriminalité. J'interroge et je filme le parcours de jeunes qui ont été victimes de leurs parents, qui sont victimes d'inceste. Évidemment, je l'ai filmé. Évidemment, j'ai filmé toutes les situations de témoignage. Mais quand je dis qu'on ne peut pas tout montrer, c'est qu'à un moment, je préfère arrêter. Lorsqu'on touche l'autre dans ce qu'il a de plus vulnérable, profond, fragile, je pense qu'on peut prendre le témoignage sans être voyeur ou indécent. Voilà. Donc on peut tout montrer à condition qu'on le fasse avec une bienveillance et, j'allais dire une charité, mais dans le sens très large, enfin, un amour, une empathie pour l'autre, sans forcément vouloir faire du sensationnel. C'est en ça que je disais ça. Mais on peut tout montrer. La maladie, la mort, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, les laisser pour compte, les oublier, les meurtris, les fracasser de la vie. Mais il faut le faire avec, voilà, avec la notion que c'est quelqu'un qui ouvre sa vie, son cœur, et on se doit d'être précautionneux et voilà, et respectueux. Mais tu vois, c'est drôle parce que ce que tu dis, enfin moi, c'est la quintessence que j'ai retirée de ton thème en numérologie. T'es vraiment là pour rendre la dignité humaine, le droit de parole, et finalement permettre à ceux qui pourraient avoir honte de se montrer dans leur vulnérabilité pour qu'elles deviennent belles. Et donc ça, c'est la promesse de ton chemin de vie qui est le 5, et du 8, qui est le nombre d'expressions. Et le 5, c'est la diversité, l'ouverture sur le monde, le voyage, le mouvement. Donc c'est aussi pour ça que tu as plusieurs chevaux de bataille, hein, que tu es pluridisciplinaire dans tout ce que tu fais. Mais le 8, c'est le justicier de l'âme. C'est celui qui est un peu le glaive de la justice, éthique, morale et la justice des hommes, tu vois. Par exemple, ton thème me montre que tu aurais pu être aussi une excellente avocate. J'aurais adoré. C'est vrai. Bah, tu vois, t'as ça. T'as ça dans le sang un peu, tu vois. De redonner des lettres de noblesse et quelque part, c'est comme si tu avais envie d'être au rendez-vous pour l'humanité, pour aller soulever les consciences qui ne sont pas forcément au rendez-vous ou qui sont encore, j'ai envie de dire, qui volent bas. Oui, ou qui ignorent par défaut. C'est juste... Je crois pas que l'individu, il n'ait pas d'intérêt pour les autres, moi. Je crois qu'il n'y a pas eu la rencontre, ou qu'on n'a pas donné la main à quelqu'un pour aller à la rencontre de l'autre. Oui. Je crois que ce sont les rencontres qui te permettent d'ouvrir ton cœur avec plus d'amplitude. Exactement. Mais tu vois, tu réaxes sur des centres d'intérêt, des sujets poignants, des sujets importants, comme ce que tu viens de nous dire sur la pédocriminalité, mais la maladie aussi. Et l'adoption, tu vois, la parentalité, finalement, toutes les questions existentielles de la vie. Comment tu trouves tes thématiques ? Alors souvent, on me dit, comment tu es venue au handicap, on me dit. Est-ce que, parce que j'ai fait beaucoup de films d'unitaires, de téléfilms ou de films pour le cinéma en lien avec le handicap, et on me dit, documentaire comme fiction, et on me dit, est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap dans ta famille? Alors moi, j'aime bien dire qu'on est tous en situation de handicap. Tous, parce qu'on a tous des particularités, des petitesses, des difficultés, des entraves, des choses comme ça. Mais non, il n'y a pas de personnes en situation de handicap chez moi, mais ce sont les rencontres. C'est curieux parce que chacun de mes films est venu me chercher. Alors moi, j'aime bien dire que je n'ai eu que des non dans ma vie et je me suis fabriqué tous mes oui. Mais pour me fabriquer des oui, ce sont des sujets qui sont venus à moi. Et je me suis battue après pour leur donner vie, parce que c'est une industrie compliquée. Nos métiers, c'est très dur. Moi, je suis intermittente du spectacle depuis que j'ai 22 ans. J'en ai 53, 54, donc ça fait un certain nombre d'années. Donc on doit se fabriquer les oui, parce que c'est un métier cruel, un métier d'aridité, un métier de désert, un métier d'injustice aussi. Donc il faut se fabriquer les oui. Donc je me suis fabriqué des oui, mais l'impulsion de chaque oui était donnée par une rencontre. Et je crois que la première fois que j'ai rencontré une personne en situation de handicap, j'en ai fait un film. C'était une fille merveilleuse qui s'appelait Alexandra et qui est venue à moi et elle m'a tellement éblouie, retournée, chavirée, que je me suis dit, écoute, je sais pas faire de film, j'ai fait beaucoup de reportages pour la télévision, mais beaucoup, comme journaliste, mais j'avais jamais fait de film. Et je me suis dit, je vais faire un film sur cette fille. Et ce qui est très chouette, c'est que cette fille est pourtant quelqu'un qui est amoindri,
mais pas vraiment, parce qu'elle a une force spectaculaire. Et c'est une fille qui... On croit toujours, j'adore expliquer ça, parce qu'on croit toujours que ce sont les puissants, les riches, les bien-nés, les valeureux, les forts qui vont nous donner la main dans la vie. Ben non. Moi, si j'ai la chance de faire une carrière, c'est parce que il y a beaucoup de personnes vulnérables, en situation de handicap, fragilisées, ou pas aidées dans la vie, ou qui vraiment partent avec beaucoup de pénibilité. Ce sont ces personnes-là qui m'ont choisi pour raconter leur histoire. Exactement. Donc c'est ça qui est chouette, tu vois, c'est que ce sont ceux que l'on pointe du doigt, que l'on ignore, ou qui font peur, ou avec lesquels on n'aime pas forcément avancer, parce qu'ils ont de lourds fardeaux. Eh bien, ce sont ces personnes-là qui m'ont dit « toi, on te veut pour faire ça ». Et ce qui est fou, c'est que maintenant, je me fabrique des oui, mais ce sont les personnes qui me choisissent. Donc je suis juste là, on me dit « mais comment t'as fait ? Pourquoi t'as fait ça ?» Mais je dis « je sais pas, ils sont venus me demander ». Aussi bien lorsque je parle de la sexualité des personnes en situation de handicap, lorsque je parle des nés sous X, lorsque je parle de la maladie, lorsque je parle du handicap, des violences faites aux enfants, etc. Chaque fois, on vient me chercher. Mais je me bagarre pour que ce soit un oui sonore d'une industrie, de notre métier, enfin de la part de ceux qui fabriquent. Mais on me choisit, donc c'est chouette. Mais pas les puissants. Et c'est ça qui me plaît. Mais justement parce que je pense que tu es là pour révéler la force de ceux qui sont considérés comme vulnérables ou qui soi-disant ont pas les bonnes cartes au départ. Et toi avec le 8, c'est pour ça que je disais dans l'introduction que tu rends la dignité. Et tu leur remets leur part de lumière, tu vois. Et toutes ces personnes qui viennent à toi, ben, quelque part, on pourrait dire que c'est ton chemin de vie 5 qui est magnétique, puisque le 5, il est là pour attirer la diversité, pour ouvrir les consciences aussi, mais pour permettre aussi, quelque part, de toi te surprendre, mais ceux aussi qui t'entourent se laisser surprendre par les projets qui arrivent de part et d'autre, quoi. Et c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Non, sans prétention aucune, mais c'est ce que je ressens, en fait. C'est que les choses viennent à moi, et elles sont très diverses, elles sont surprenantes quelquefois, parce que souvent c'est des choses que je me dis, tiens, on m'a choisi pour ça, mais je connais pas, je sais pas, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ben, je vais essayer. Et puis il y a toujours cette volonté, c'est pour ça c'est intéressant ce que tu dis. Oui, je veux la justice et lorsque je parle des enfants de cette petite fille qui nit dans la rue à Paris, ou de ce garçon qui a été abandonné, ou de ces enfants qui sont abîmés dans leur chair, ou de ces gens qui se battent dans des foyers, etc. J'ai envie de les rendre grands. J'ai envie qu'on les regarde. J'ai envie qu'on les regarde en vérité, qu'on les soutienne et qu'on les aime vraiment. Voilà. Et j'ai envie qu'ils aient la place à la table, tu sais, à la table de nos vies. Voilà, qu'ils aient la même place que nous. Qu'ils aient peut-être même un rang d'honneur qu'ils méritent oui, depuis absolument. toujours. Et ça j'y tiens. Tu vois, les mettre un peu sur le trône, quoi. Ouais. Et ça me plaît beaucoup dans chacun de mes films. Je m'amuse beaucoup plus avec ces gens-là, avec les personnes qui connaissent la difficulté au quotidien, dans leurs blessures de vie ou dans leur corps. Je trouve que c'est vachement plus sympa d'être du côté de ceux qui triment et de ceux qui ont des difficultés. Mais au final, est-ce que c'est pas eux les plus riches ? Oui. Ils sont riches de leur existence et de leur joyau intérieur. Oui, et puis ils sont riches aussi. Être une personne dite différente, entre guillemets, parce que ça veut rien dire, on est tous différents, encore une fois. Une personne qui, au quotidien, mène une lutte pour pouvoir subsister, exister, oublier, demeurer là, coûte que coûte, dans le sacré de la vie. Je crois que ces personnes-là sont extrêmement éclairées. Et puis ce sont des relais pour nous, des phares qui nous montrent un chemin. Moi, j'aime beaucoup ça. Il y a des enseignements incroyables de ceux qui connaissent la vie en vérité. Et la vie en vérité, on le sait, elle est faite de douleur. Exactement, ouais. Mais aussi de grands moments de joie. Oui, mais les moments de joie ne peuvent exister que si on connaît l'ombre et puis les chemins sinueux et douloureux. Oui. Exactement. Mais je pense que tu le retranscris tellement bien à l'écran. Mais je pense aussi que c'est... Alors, tu vois, il y a un nombre dans ton thème, ce qu'on appelle un sous-nombre, qui est le nombre intime, qui nous parle des rêves et des désirs les plus profonds. Et toi, c'est la justice pour l'humanité, c'est la bienveillance, c'est l'ouverture quelque part sur le monde pour faire péter les frontières, là où il ne devrait jamais y en avoir. Mais moi, je pense que tu comprends profondément l'intensité, la gravité et les douleurs du monde, mais aussi, et ça c'est le pendant de tout ça, les richesses et les pépites secrètes que chacun porte en lui. Dans toutes les personnes que tu as rencontrées, est-ce que tu peux nous donner des exemples poignants de personnes qui ont impacté ta vie, et même peut-être même dans tes habitudes ou
dans ta manière d'envisager le monde? Depuis que je fais de la fiction inspirée du réel toujours, ou des documentaires, je crois que chacune de mes rencontres, lorsque tu filmes l'intime, lorsque tu filmes le parcours de quelqu'un, son intimité, lorsqu'il trouve les portes de sa vie, de sa famille, de son cœur, de son passé aussi douloureux peut-il être, je pense que ce sont des enseignements. Lorsque tu filmes quelqu'un qui a la maladie de Charcot et qui se sait condamné et qui dit « la vie c'est ici et maintenant », hier ne compte pas, demain n'est pas encore là, je me mobilise pour ici. Et être en vie, oui, j'ai appris beaucoup sur la mort en la filmant et en filmant la maladie, en filmant la différence, en filmant le corps qui souffre. On apprend beaucoup. Et puis on apprend beaucoup à relativiser. Moi, je pense que aussitôt qu'on a la faculté de pouvoir parler, tu vois, là, on existe, on se dit des choses, on existe. Et ça, c'est fondamental. Je pense que tant qu'on est animé d'une toute petite flamme de vie qui nous permet d'être dans le partage, d'altériser, d'être avec l'autre, dans le monde des vivants, d'être là. Je pense qu'on m'a appris le caractère exceptionnel de la vie parce qu'on comprend le caractère exceptionnel de la vie que lorsqu'on est face à la fin de celle-ci. Oui. Voilà. Et moi, comme je filme beaucoup le handicap, la maladie et les personnes qui se savent condamnées ou qui ont vécu des traumatismes tels qu'à ce jour, elles ne devraient même plus exister, ces personnes-là, tant elles ont été malmenées et souillées par l'existence, quelquefois. J'ai appris à travers ces personnes-là à me dire c'est pas si grave, on est vivant, et ce que j'aime à me dire, c'est que chaque jour, on a la possibilité de recommencer. Ouais. Tant qu'on a cette petite flamme qui nous maintient en vie. Les personnes les plus vivantes que j'ai rencontrées, c'était des personnes alitées, curieusement. Mmh. Mais tu vois, ça c'est dingue parce que t'as quand même un optimisme à toute épreuve, même si on sait et on sent que t'as pu vivre et être traversé par des choses qui ont pu toi aussi te chahuter. Mais t'as vraiment cette foi en toi qui te dit qu'il faut coûte que coûte se relever et avancer. Oui. Il y a une vie, ici en tout cas. Après, probablement des tas de choses extraordinaires et beaucoup en ont témoigné, qu'il se passe des choses fabuleuses par ailleurs lorsqu'on, comment dirais-je, lorsqu'on arrive à accéder, je sais pas, on va dire le ciel, on va dire l'au-delà, un autre monde, hein, on appelle ça comme on veut. Mais bien évidemment, je pense pas qu'une existence soit aussi éphémère. C'est court une vie. C'est court une vie, c'est donc court dès une l'imparti. vie. Ouais. C'est petit, c'est court. Alors il y a 2 personnes en situation de handicap qui m'ont dit la vie c'est court, des fois c'est long. C'est vrai, c'est long. Aussitôt qu'on ne s'empare pas de son existence, le temps est long quelquefois. D'où la nécessité d'être dans l'action. Mais l'action, c'est rien. C'est ranger cette table, c'est parler à quelqu'un, c'est d'être en mouvement, d'être animé, d'être en vie. Et il y a une autre personne extraordinaire qui m'a dit la vie est trop courte pour être petite. Donc j'ai beaucoup appris des gens que j'ai filmés, tu vois. Ouais, J'ai beaucoup appris des gens que j'ai filmés et je sais qu'on a un devoir, si on peut, si on a la possibilité de le faire, parce que nous sommes libres dans notre vie, dans nos vies. Nous ne sommes pas aliénés par un pouvoir, par le joug d'un dictateur quelconque, en tous les cas pas d'un époux, d'un frère, enfin voilà, la liberté de la femme qui doit communiquer par son métier, puisque moi j'estime que c'est une mission, hein, de partager des événements, des témoignages pour le bien commun, un tout petit peu, mais pour nous permettre d'être mieux. Voilà, aussitôt qu'on est en vie, on se doit d'être à la hauteur, mais même si on a un tout petit peu de vie. Et encore une fois, les personnes, moi, qui m'ont donné les plus gros punchs d'existence et qui m'ont invité à vivre fort, à foison, à décupler nos pouvoirs, ce sont des personnes qui ne pouvaient même pas se lever de leur lit. Ouais. Donc voilà, j'apprends beaucoup de ces gens-là, plus que de personnes bien nées, en bonne santé, avec des moyens financiers ou des connaissances ou d'une expérience ou des savoirs. Non, j'apprends beaucoup de ceux qui connaissent le prix de la vie. Exactement. Ouais, tu as réalisé un documentaire, Invincible été, qui retrace un peu l'existence d'Olivier Goy. Ça a dû être poignant. C'était une expérience folle. J'ai beaucoup ri. Parce que bien souvent, les gens qui sont amenés à porter le poids de la vie,
hein, par la maladie ou voilà, les différentes entraves ou les différents aléas, les coups durs. Il y a beaucoup d'humour. Moi, j'ai beaucoup ri avec Olivier. C'est un tournage qui a toujours été heureux parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de dérision, qui a beaucoup d'humour et qui est exubérant, enthousiaste. Et c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui allait plus vite que moi. Parce que moi, je trouve qu'on est tous mous. On est mou, on est indécis, on est tempéré. Et je trouve que la tempérance, c'est bien, la tempérance dans la vie personnelle, c'est bien. Mais je pense que dans nos vies, il faut pouvoir se dépasser, être brûlant. Et j'aime aller vite. J'aime aller vite sur plein de projets, plein de sujets, plein de rencontres, plein de missions, plein d'objectifs. Et là, avec Olivier, j'étais servie parce que j'avais quelqu'un qui allait plus vite que moi. Et ça, c'était chouette. Pourtant, tu vois, cette maladie, la maladie de Charcot, tu sais qu'elle t'emprisonne dans ton corps. Oui. Et pourtant, Olivier, privé de ses moyens les plus essentiels, on va dire, se mouvoir, serrer quelqu'un dans ses bras, parler, échanger, donner des ordres, communiquer, donner une impulsion, donner des conseils, il n'a jamais été aussi productif, je pense, que depuis que la vie le condamne. Il faut pouvoir lui tordre le cou à la vie, quand on peut. Exactement. Mais tu vois, tout ce que tu dis, c'est le pendant du 5. Le 5, il est futuriste, il est sur le progrès. Et toi, c'est normal que tu sois sur un rythme de vie accéléré parce que tu es quelque part un catalyseur et un impulseur, une impulsatrice, je ne sais pas comment on dit le terme, mais de gens, tu vois. En fait, c'est ton rôle quelque part de distribuer les rôles que chacun mérite. C'est très court, en fait, mais on n'en a pas la... Plus j'avance dans la vie, plus je me dis, waouh, déjà. Mais quand j'entendais les anciens dire, déjà, ça passe vite, je disais, bon, tu écoutes pas. Mais maintenant, il faut dire aux gens, mais t'as pas le temps. On n'a plus le temps, c'est un tour de piste. La piste, elle est grande, la piste de la vie. Super grande piste, on se casse la gueule. Des fois, c'est plat, des fois, c'est long, des fois, il n'y a rien, des fois, on monte très haut. Mais le tour de piste, on le fait très, très vite. Donc, on a un devoir de faire. Exactement. T'as déjà eu des échecs qui t'ont oui, mais bien accablé. sûr. Bien sûr, j'ai eu des tas d'échecs, moi. Alors, quand j'ai eu la prétention de venir à Paris comme comédienne, j'ai eu des tas d'échecs. Quand j'étais animatrice, j'ai eu des tas d'échecs. J'ai eu des tas d'échecs comme femme, comme mère aussi. J'ai pas été, on a tous nos limites. Hein. L'humain a des limites. On est limité. Moi, je reconnais tous mes travers, toutes mes petitesses, mes médiocrités, mes à peu près. Mes orgueils ou mes manquements de charité ou d'amour de l'autre. On est sur Terre, on est imparfaits, on nous a voulu comme ça. Hein. Après, on se doit de tous les jours essayer de progresser pour être une personne moins dangereuse pour les autres. Oui. Parce que dire une bonne personne, ça veut rien dire pour moi. Mais moins dangereuse pour les autres et pour soi-même. Voilà. De garder le caractère exceptionnel de la vie et de le porter haut et d'être très vigilant aux autres et d'essayer de faire le moins de mal possible. Mais malgré tout ce qu'on pourra faire, on blessera des gens et c'est regrettable. Moi, je pense beaucoup aux gens que j'ai blessés. Mais j'ai eu des échecs spectaculaires, comme réalisatrice, comme animatrice, comme dans mon boulot, j'ai des échecs tout le temps. On me dit non 1000 fois, mais 1000 fois, j'oublie le non. Ouais. Mais c'est ça, je pense. Il faut immédiatement laisser ce qui est pas joli, pas bon, ce qui nous blesse ou ce qui ne nous emmène pas vers la lumière, sur le côté. Puis pas sous le tapis. Hein. Moi, je tourne les pages. Je dis, on m'a dit non, c'est fait, ça fait partie de mon passé, ça ne compte plus. Ça m'a juste appris, peut-être, à faire différemment. Parce que si j'avais été plus patiente, plus raisonnable, moins extrême, moins excitée, parce qu'on dit toujours que je suis excitée, que je suis folle, machin. Si j'avais su rassurer ces personnes à ce moment-là, si j'avais eu moins de sensibilité, moi je suis très sensible, je me dispute beaucoup quand je tourne. Parce que je supporte pas l'injustice, je supporte pas, ça me rend, j'aime pas quand les choses ne se passent pas bien, je n'aime pas les manœuvres, je n'aime pas les, voilà, puis dans nos métiers, il y a beaucoup de manœuvres et de manœuvreurs, donc c'est, oui. Mais ça me blesse, mais j'apprends avec l'âge à me protéger. Mon grand défaut, c'est que je me suis jamais protégée. C'est tout nouveau. J'essaie maintenant, chaque jour qui passe, j'essaie de me dire, ne mets pas autant d'affect là-dedans, protège-toi, c'est pas grave, ça compte pas. Ce que cette personne dit de toi, pense de toi, ou ne veut pas faire pour toi, ou avec toi, ou à travers toi, c'est pas grave, c'est pas ton chemin. Il y a quelque chose ailleurs qui t'attend. Donc voilà, j'ai des noms, j'en ai eu des tas, mais ces noms-là, finalement, quand je vois tous les noms, mais je me disais même, quand je suis arrivée à Paris, je dis, mais c'est pas vrai, je pourrais jamais. On me dit que des noms, personne ne veut de moi. Et puis après, j'ai eu des oui parce que ces noms-là m'ont fait grandir. Les noms, c'est un terreau
spectaculaire. C'est un terreau fabuleux pour grandir, parce que chaque petit truc écorné dans votre cœur, chaque bobo fait de vous une personne plus riche, plus forte. Oui, exactement. Mais t'as vraiment un mental d'acier, d'optimisme, quoi, à toute épreuve. Justement, ton premier oui qui t'a quelque part galvanisé de joie, c'est quoi le truc dont tu as été le plus fier en premier? J'aime pas choisir, donc je suis très mauvaise pour dire les exemples. Mais je me souviens de grands shows télé qu'on m'a confiés, de grandes émissions en direct à l'époque où tu n'avais pas YouTube, où j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça, mais où il y avait 3 chaînes, 4 chaînes, de grands projets qui m'étaient confiés parce qu'on me faisait confiance, oui. Moi, j'ai pas fait d'études, hein. J'ai eu mon bac au rattrapage. Donc tout ce qu'on m'a confié après, des émissions culturelles, des documentaires, de l'entertainment, etc. Oui, j'ai eu la chance de me voir confier de très grands projets à la télé et j'étais très heureuse et au cinéma aussi et en fiction aussi puisque non j'ai souvent été mais mes plus grandes réussites, curieusement, ce sont pas celles de la lumière. Ce sont des petites choses qui se passent entre les gens, qui bien souvent n'ont pas besoin de mots. Parce que moi, je suis une grande communicante, je mets beaucoup de mots. Mais tu sais que quand tu mets beaucoup de mots, c'est pour cacher beaucoup de choses. Donc, c'est des petites choses qui se sont passées sur des tournages, des petits cœur à cœur, avec des personnes qui n'étaient pas des personnes puissantes. Et voilà, de chacune des grandes expériences que j'ai vues, je garderai le regard de quelqu'un qui m'a donné le micro quand j'ai peut-être fait un énorme direct à la télévision, d'une petite main sur un tournage, qui a été là juste pour me rassurer avec un regard, tu vois. Ouais. Et d'une personne en situation de handicap qui vivait ses dernières heures et qui m'a dit merci de raconter mon histoire, tu vois. J'ai vécu des grandes choses, mais humblement. Moi, j'aime, dans le spectaculaire et le grand de nos métiers, j'aime créer le grand. Mais j'aime cette petite chose qui fait que, tu sais, ce petit truc, tu sais quand t'es face à quelque chose de beau. Tu sais que quelque chose se passe dans ta vie, il y a un petit truc qui sert. Tu sais, on l'aime. Alors certains disent c'est les frissons, d'autres disent on sait quand on est en présence du merveilleux ou du miraculeux de la vie. Et c'est ça qui est chouette. C'est quoi le miraculeux de la vie pour toi, Stéphanie? C'est quoi tes croyances sur l'ailleurs, sur la vie après la mort? Est-ce que tu as déjà pensé à faire des films sur le sujet? Oui, j'ai fait des films sur le sujet parce que figure-toi que moi, j'ai beaucoup aimé les religions. Oui. J'ai beaucoup aimé les religions. Ouais, j'ai une sœur qui est sœur. J'ai beaucoup aimé les religions. Je me suis intéressée à peu près à... Bon, j'ai fait... Je vois un Bouddha, là. J'ai fait Namyo Rengekyo face à un mur pendant des années. j'ai aimé... Enfin, des années, quelques années. Je me suis intéressée au judaïsme. Je suis intéressée à des tas de choses. Et puis après, j'ai bien aimé la figure authentique de Jésus, de celui que j'aime, le Jésus que j'aime, pas le Jésus qu'on se déchire et au nom duquel on se divise et on se fait du mal, tu vois. J'ai aimé sa figure d'homme offert aux autres et d'homme sensible aux plus petits. Voilà, moi, ma religion, après, moi, je n'aime pas le dogme, je n'aime pas l'autorité de l'homme qui se dit être le porteur des clés d'une religion, voilà. Toute autorité remise à un individu humain, terrien, me gêne un peu. Parce que j'aime l'image christique d'un homme qui a, je pense, selon moi, il a dû laisser qu'un seul commandement, c'est de prendre soin du plus petit d'entre nous. Le reste ne m'intéresse pas, voilà. Je n'aime pas j'ai pu aimer la morale, l'ordre, et en avançant dans la vie, tu vois, j'allais dire en grandissant. Ouais. C'est pas mal aussi, c'est mieux que vieillir, non? En grandissant, je me suis rendu compte que on devrait, de manière fondamentale, s'interdire de juger. Parce que je pense qu'il n'y a pas une façon de vivre, il y en a plusieurs. Il n'y a pas une façon d'être, comment dirais-je, d'investir cette terre. Il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Christiane Singer, en avançant dans la vie, qui dit « Il n'y a pas une façon d'aimer, il n'y a pas une façon de s'incarner, il n'y a pas une façon d'être humain, il y en a plusieurs. » On est tous appelés à l'amour, mais il y a plusieurs façons d'aimer. Mais il y a 2 chemins. Il y a le chemin de la lumière et il y a le chemin de ce qu'on pourrait appeler la mort. Mais la vie n'existe pas sans la mort, mais on va dire un chemin sombre. Voilà. Alors ma religion, ce serait peut-être de parier sur le chemin lumineux toujours. Oui, exactement. Voilà. Mais ça, je pense que tu vois, c'est vraiment lié à ton ombre intime qui est le 9, ce désir d'humanité.
Et dans les dons et les talents qui sont les tiens, on retrouve aussi la structure du 8, la justesse, la justice, la droiture. Et c'est comme si finalement, je trouve, tu vois, que le côté avocat, ça te va bien. Tu te fais constamment l'avocat du diable, à la fois pour toi et pour les autres. Mais du coup, tu as quelque part une image qui doit être à la fois fascinante. Et est-ce que tu sens que les personnes autour de toi, des fois, elles peuvent avoir peur? Ouais, je divise, moi. Je suis quelqu'un qui divise beaucoup. Mais tu sais, j'ai passé toute ma vie, à penser aux autres avant de penser à moi. Mais aussitôt que j'ai pu émettre mes volontés de quinquagénaire qui se rend compte du caractère très éphémère et très court de la vie, à partir du moment où j'ai pu exprimer mes désirs à moi, j'ai commencé à diviser. Parce que aussitôt, comme j'ai toujours fait pour les autres, j'ai voulu raconter la vie des autres, je me suis rarement positionnée moi. J'ai rarement dit, non, moi ça j'aime pas. Ou moi je suis comme ça. Ou moi je préfère ça. Parce que j'ai passé ma vie à pas vouloir faire de la peine. Oui. C'est curieux. À épargner les uns et les autres. Alors je connaissais mes convictions, je faisais toujours mes business avec moi et moi, mais je n'allais pas dire aux autres, ça ne me va pas. Quand tu me parles comme ça ne me va pas. Dans mon travail, dans ma vie personnelle, mais c'est nouveau pour moi, tu vois, de me dire, je vais un peu dire qui je suis finalement, et oui, je crois que je suis quelqu'un qui peut faire peur parce que j'ai beaucoup d'énergie. Je pense qu'une femme comme moi, on me dit souvent, tu fais peur, tu prends beaucoup de place, mais je suis pas d'accord. Je crois que dans mon intimité, je prends pas beaucoup de place. Je pense pas que c'est ça. Je pense que le socle de tout, c'est cette question autour de la dignité. C'est alors bon, on en a parlé un petit peu juste avant l'émission. Je sais que tu y crois pas vraiment, mais moi je crois à la réincarnation. Très bien. Sans que ce soit dogmatique. Ah bien sûr. Mais en 2014, je me suis rendu compte qu'on se réincarnait. Ah oui. Donc j'ai compris qu'on se réincarnait et que finalement tout était une continuité. Et moi j'ai quand même l'image de toi qui, potentiellement dans une dernière incarnation, a pu être essoufflé et triste de la misère humaine, alors que tu pouvais vivre dans une forme d'abondance et de moyens, et de voir comment les richesses entre les uns et les autres étaient mal partagées. Tu as peut-être pu aussi dire des vérités que tu n'avais pas à dire, et tu as été confronté à l'adversité. Donc moi, je pense que la question autour de l'adversité, c'est pas un sujet qui date d'hier, c'est un sujet bien plus lointain. Et en même temps, ta force, c'est d'être porte-drapeau et étendard d'une vérité qui doit être entendue, même si elle ne fait pas du bien à tout le monde, tu vois. Et je t'imagine carrément militante et combattante, mais même auprès des hommes de la jante masculine. Est-ce que c'est avec eux que tu as eu le plus de heurts? Tu vois, quand tu dis, dans une autre vie, tu as dû être... Non, je l'ai été. Moi, j'ai eu 1000 vies. Oui, dans cette vie-là aussi, dans cette vie-là. J'ai été celle de la télé qui avait des revenus conséquents, qui travaillait dans toutes les émissions à la mode, etc. Et puis, j'ai démissionné pour m'occuper des plus pauvres. Tu vois? Donc, c'est... Ah, tu vois, c'est comme bénévole. drôle. Tu vois, c'est drôle. C'était pas dans une autre vie, c'était dans cette vie-là. Oui, mais si on part du principe de la réincarnation, c'est drôle. Stéphanie, tu vois, je peux réussir à te convaincre. En fait, on reprend là où on s'est arrêté. Donc, en fait, tu portes en toi les valeurs de ce que tu n'as pas eu le temps de véhiculer aussi fortement. Donc, tu vois, ok. Donc, oui, l'injustice, c'est quelque chose qui me parle. Et toute ma vie, j'ai essayé de m'intéresser à ce qu'on ne voyait pas. Voilà. Ouais. Ça, c'est très important pour moi. Et je te dis, j'ai eu une période où j'ai démissionné vraiment d'un super poste sur TF1 pour m'occuper des gens de la rue. Voilà. C'est quelque chose que j'ai vraiment fait, qui a vraiment compté pour moi. Après, je suis revenue à ce métier par d'autres portes d'entrée. Mais c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Et ça a étonné beaucoup de monde. À l'époque, on avait dit, elle est folle, elle est dans une secte, etc. Non, j'ai adoré faire ça. Et tu me demandes si j'ai été confrontée aux hommes. Oui, je suis beaucoup confrontée aux hommes dans mon métier. Parce que dans mon métier, il y a toujours un homme qui va m'expliquer comment je dois faire. Comment je dois écrire ce film, cette série, ce documentaire. Comment je dois la mettre en scène. Quels sont mes outils techniques. Il va m'expliquer les outils techniques. Parce que l'homme a toujours besoin, je crois que c'est peut-être un peu dans ses particularités de protéger ou de l'idée ou de montrer une voie. Mais il a du mal lorsqu'une femme d'un âge certain lui dit « Non, mais j'ai les compétences, finalement, je sais le faire et je pense que toi, tu te trompes, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. » Moi, je rencontre beaucoup de difficultés dans mon travail avec les hommes. Alors, curieusement, les hommes plus jeunes qui ont eu des mamans qui ont insufflé, inculqué, partagé certaines valeurs,
se servent de mes connaissances et sont de bons collaborateurs. Mais chez les hommes de mon âge, il y a toujours cette défiance de... C'est très curieux. Et moi, je veux pas être une femme, je veux pas être une femme-homme. Je veux pas l'idée sur un plateau ou dans les tournages en mettant le masque de l'homme pour me faire respecter. Donc je reste foncièrement une femme parce que les femmes ont une valeur du soin qui est... la valeur du soin est particulière. Moi, je pense que le soin, c'est vraiment les valeurs de demain. C'est quelque chose de très important, le soin, l'égard à l'autre. Donc j'essaie de rester avec mes attributs de femme, hein, puisqu'on a été bien évidemment façonnés comme ça, mais c'est en nous, en nos cœurs, de veiller à l'autre. Et ça m'intéresse beaucoup, la condition de l'homme et de la femme. Mais je rencontre, oui, j'ai souvent des soucis avec les hommes qui veulent ou me protéger ou m'expliquer comment faire parce que eux, forcément, savent mieux que moi comment faire. Et ça, dans le boulot, c'est un petit peu pénible. Ouais, mais parce que l'homme voit toujours en nous ou la mère ou la sœur ou la compagne ou la femme et voilà, il y a une espèce de truc où c'est compliqué. Et avec les femmes, t'as des alliés? Ah ouais, moi je suis vraiment pour la sororité. Ouais. J'aime rendre mes comédiennes très belles. J'aime rendre les sujets que je filme dans les héroïnes de mes documentaires très belles. Je suis très soror. Ça compte beaucoup pour moi de porter les collègues, de porter quand on me propose un film que je ne peux pas faire, j'ai ma liste de 10 noms de filles que j'aime et qui font un super boulot et j'aime ça. J'aime faire des ponts et j'aime valoriser les femmes. Oui, moi, les femmes ne sont pas des rivales. Moi, oui. Je sais à quel point c'est difficile de faire ce métier-là. Je sais à quel point le monde est misogyne. Le monde a du mal avec les femmes et de plus en plus, contrairement à ce qu'on pourrait prétendre. Les femmes sont de moins en moins écoutées, de moins en moins soutenues. C'est pas vrai tout ça. Il est vrai qu'il existe des quotas ou des dictates ou une impulsion, mais au quotidien, je pense que la place de la femme, on le voit partout dans le monde. Hein. On essaie de la juguler, l'opprimer, la museler. Elle représente toujours un danger. Donc non, moi, je suis pro-femme et c'est très important pour moi, la sororité. Voilà. Ouais, c'est un mot que j'aime beaucoup. Tu vois, c'est ce côté hyper militant, hyper engagé et très ancré sur la dignité, en fait. Ça te résume tellement bien. Stéphanie, avant qu'on se quitte, je vais te remettre le dé numérologique que tu vas pouvoir lancer ici. Et on va voir quel est le nombre qui a un conseil à te donner aujourd'hui. Oh, j'adore. Qu'est-ce que je fais? Je jette comme ça? Voilà, tu le jettes. 10. 10, eh ben, c'est l'énergie à la fois du 1 et du 0. Mais c'est un nombre qui est très puissant parce que c'est le succès, la victoire, la réussite. Mais moi, ça vient me parler d'un projet d'hier qui peut ressurgir alors que tu l'attendais plus. Il y a quelque chose de l'ordre de « je vais remettre un projet ancien, premier, au goût du jour ». J'aime bien faire ça, tu sais, en plus. Et ben voilà, et ça va être maintenant. Et je me demande si c'est pas justement en lien avec le féminin. Ah oui, ouais. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver sur la table très bientôt. Écoute, j'en suis ravie. Comme s'il avait eu besoin d'avoir un temps de maturité pour éclore maintenant avec du 0 en lui. Mais je penserai à toi. Exactement. Merci d'être venue. Mais j'étais ravie de pouvoir partager ce moment avec toi. Merci. C'était un vrai plaisir. Et je vais réfléchir à la réincarnation, promis. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de partager aussi ce moment avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.